Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, madame et monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité dans sa diversité. Vous qui nous suivez également sur YouTube, grâce à l'aide des enseignants TV, madame et monsieur, plaisir est le nôtre de recevoir pour vous un éminent acteur politique, un haut dignitaire. Ici en République démocratique du Congo, nous sommes honorés par la présence de l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo, qui est sur ce plateau. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Merci. Merci de vous apprêter à nos préoccupations, mais également merci de répondre favorablement à notre invitation. Je vous en prie. D'entrée de jeu, monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu, 3 jours de deuil national en mémoire des victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues le mardi dernier. C'est une mesure prise par le gouvernement de la République. Est-ce que les salutaires selon vous? Non, c'est un acte, c'est une mesure de solidarité nationale. Et ce malheur qui s'est abattu sur Kinshasa, particulièrement dans les familles éplorées, eh bien, mérite de retenir l'attention et la solidarité de tout Congolais. Voilà pourquoi le gouvernement a pris ce genre de mesure ou cette décision. Cependant, en tant que chrétien, je me pose la question, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Vraiment, plus de 120 morts. Cette question soulève la problématique de la responsabilité de ce qui est arrivé. Le changement climatique est impliqué, est incriminé, mais il y a aussi une part de responsabilité aux dirigeants de la population, dans la mesure où elle construit là où on ne doit pas construire, là où les infrastructures de protection n'existent pas, et d'autre part, le laxisme des autorités compétentes qui ne prennent pas suffisamment de précautions et des dispositions pour imposer l'autorité de l'État. C'est l'autorité de l'État qui permet à la nation de fonctionner de façon harmonieuse. Voilà. Malgré que c'est une catastrophe naturelle, mais quelle politique pour éviter les pareils cas? C'est ce que je viens de dire. Il faut prévenir. Gouverner, c'est prévoir. L'esprit démocratique, c'est l'esprit du peuple qui donne des propositions aux responsables qu'il a eu. Eh bien, la situation que nous déplorons aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de Kinshasa ne se limite pas que là où il y a ces malheurs sont arrivés. Sur le boulevard, il était impossible de traverser Sosimat pour aller vers Otana. Ce sont des situations inadmissibles. C'est dû à quoi? Est-ce que la voirie est adaptée? Est-ce que l'afflux de l'eau n'est pas conséquente aux immeubles érigés sans que on puisse prévoir les canalisations? Voilà, ce sont autant de questions. Mais ce n'est pas ici le moment d'en parler parce que nous sommes en deuil. Nous devons d'abord nous occuper, enterrer nos morts avec dignité, à soutenir
les familles éplorées. Il n'y a pas que là où il y a eu des morts, il y a aussi des blessés, il y a eu des disparus. Des dégâts matériels aussi. Des dégâts matériels, etc. Il faut espérer que le gouvernement mettra tous les moyens, comme l'a dit le Premier ministre, pour soulager tant soit peu les effets de ce malheur qui nous accable. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, la démission du gouverneur serait aussi l'une des meilleures solutions, comme le pensent certains? Je ne veux pas entrer dans cette polémique. J'ai dit la responsabilité est partagée. Il y a la population, il y a les autorités compétentes. Parmi les autorités compétentes, il n'y a pas que le gouverneur. Il y a les bourgmestres, il y a les ministres, le ministre des infrastructures, le ministre de l'urbanisme, le ministre de l'administration du territoire, etc. Donc, aujourd'hui, se prendre un bouc émissaire n'est pas la meilleure solution et n'est même pas la solution à nos problèmes. Ok. Alors, je l'ai dit justement dans le liminaire, on va évoquer que des questions d'actualité. Vous êtes chrétien, catholique, d'ailleurs pratiquant, et aujourd'hui, ce n'est plus un secret des polichinelles. Le pape François a réconfirmé son voyage apostolique en RDC. C'est pour le 31 janvier au 3 février. En tant que chrétien catholique, avec quel état d'esprit apprenez-vous cette information? D'abord, c'est avec un soulagement certain, parce que la contrariété provoquée par l'indisponibilité physique du pape avait dérangé plus d'un. Okay. Et nous ne pensions plus avoir cette occasion de recevoir le pape. Et Dieu merci, il vient de confirmer son arrivée au Congo. L'arrivée du pape est un moment disons, le pape arrive et vient rallumer la flamme de la foi chrétienne dans nos populations. Notre foi chrétienne n'intéresse pas que les catholiques, ça intéresse tous les chrétiens. Donc la présence du pape, cela va rallumer cette foi-là. Et pour nous les catholiques, c'est une occasion de redynamiser notre piété vis-à-vis des prescrits de l'Église catholique. Donc l'arrivée du pape est un moment important, un message de l'Église universelle pour l'intérêt qu'elle porte sur le Congo. Et en retour, nous devons renvoyer un message d'espoir à cette Église pour dire qu'elle peut compter sur nous. Tous les acteurs politiques, la grande majorité, sont des chrétiens. Nous tous, nous sommes en plus d'être chrétiens, des croyants. Eh bien, il faudrait que nous fassions la différence par rapport à la vie actuelle. La situation générale de notre pays exige de nous tous sacrifice. Eh bien, le chrétien doit être le premier à donner l'exemple de sacrifice par le travail bien fait, par l'abnégation. Par le travail bien fait, par la bonne application. Mais monsieur l'ambassadeur, dites-nous, quels sont selon vous les enjeux politiques du voyage apostolique du pape François en RDC? Les enjeux politiques. Oh, mais je crois que le politique sera comme une conséquence. Mais aujourd'hui, je souhaite que le pape puisse employer sa grande autorité morale pour léguer au Congo ce que le Christ a légué aux siens, c'est la paix. Que son autorité morale puisse agir sur les autorités rwandaises, sur le Rwanda et sur le président Kagame. Pour que nous tous, en tant que chrétiens, nous puissions partager cette paix du Christ
et donner l'exemple au monde que nous sommes une église de paix. Nous sommes des croyants porteurs de paix. Nous sommes les chrétiens et les citoyens du monde des 8 béatitudes. Ok. Selon certains, selon les responsables de ce pouvoir, ils disent que l'arrivée du pape François en RDC, c'est un pari gagné pour les régimes. Partagez-vous cet avis? Non, je crois. Je crois. C'est toujours à Paris. Parce que le régime s'est impliqué. Ok. Donc c'est un moment opportun pour tout pouvoir. Ok. La présence du peuple ne peut pas passer inaperçue. Et il serait naïf au pouvoir actuel ou au pouvoir de n'importe quel pays de ne pas faire cas et essayer de tirer profit de la présence du pape. Ok. On va évoquer à présent les questions sécuritaires. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes sans nul doute informé de tout ce qui se passe dans notre pays sur le plan sécuritaire. Comment appréciez-vous les résolutions des pourparlers, comme on dit, des 3e round de Nairobi? Cette expression round, ça me rappelle la série des négociations qu'on appelle Kennedy Round, Ok. c'est-à-dire des rencontres en rencontres. Ok. La situation générale du pays, au regard des initiatives politiques et diplomatiques du chef de l'État, au regard des résultats probants, comme la reconnaissance aujourd'hui universelle du fait de l'agression du Rwanda, du fait que tous les hommes épris de paix et de bonne volonté demandent au Rwanda de se retirer, eh bien, ce qu'il nous reste à faire, je crois, nous devons nous inspirer, nous devons prendre inspiration sur notre propre histoire. Le pays a connu des moments qui mettaient en jeu son existence. Ok. La rébellion mouléliste, la rébellion des Diabos, l'attaque des ex-gendarmes katangais. Eh bien, qu'est-ce que le pays avait fait? Pendant la rébellion mouléliste, le pays a fait appel aux forces armées nationales et aux mercenaires. Ok. Voilà. Pendant, pour les attaques des ex-gendarmes katangais, le pays a fait appel au Maroc et à la France. Mais pendant ce temps-là, que ce soit durant la rébellion mouléliste, que ce soit durant les attaques, l'OIO existait, l'ONU existait, les organisations régionales existaient. Mais pourquoi on n'y a pas fait attention? On n'y a pas, disons, on s'est pas adressé à eux. C'est parce qu'une organisation nationale, disons internationale ou sous-régionale, est incapable d'imposer par la force des armes une solution à un membre. Voilà pourquoi on doit beaucoup plus compter sur nous-mêmes. C'est ce que c'est. C'est une évidence qui s'impose. Nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons, tout le peuple congolais d'abord, toute la classe politique, doit sauvegarder la cohésion autour du leadership du chef de l'État qui doit garder ce leadership dans la conduite de la guerre et dans les initiatives internationales. Jadis, vous avez dit, sur les pareils cas, le pays a fait recours au Maroc, à la France, et aujourd'hui, la RDC fait recours quand même à la force régionale. Le chef de l'État et le gouvernement est quand même dans une bonne voie. Le chef d'une organisation internationale, sous-régionale, n'a pas pour vocation de combattre un État qui est en conflit avec un autre. C'est une affaire de famille. Donc on va d'abord créer le statu quo et compter plus
sur le dialogue entre les protagonistes. Ok. Or, pour que nous puissions avoir un dialogue crédible et sérieux, il faut que nous puissions montrer le muscle, comme on dit. Ok. Il faut qu'ils sachent que le Congo est un grand pays par son ouverture d'esprit, par son armée, par sa diplomatie, par sa politique. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes quand même un expert en la matière parce que vous avez quand même occupé des grandes fonctions dans ces pays. Vous êtes directeur honoraire de l'ANER. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez quand même avoir l'amabilité de nous dire qu'est-ce qui a été signé entre le M23 et la République démocratique du Congo sous la gestion de Joseph Kabila pour qu'aujourd'hui les pays en paient les prix? Je n'étais pas impliqué, mais tout le monde le sait, Ok. qu'il y a eu un accord qui, au départ, devait permettre aux uns d'intégrer l'armée, etc. Et que finalement, ça n'a pas abouti. Et c'est par la force des armes que le régime Kabila les a contraints au silence. Par la voie des armes. Oui, j'ai dit, les armes sont nécessaires pour imposer la paix. Ok. Comment imposer la paix? Comment? En donnant la conviction à un adversaire potentiel qu'il court le risque de destruction s'il détruit notre pays. Ok. Donc, ce qu'on appelle le niveau de garantie de destruction réciproque en cas d'attaque. MAD, comme on dit dans le jargon. Ok. Vous êtes un ancien porte-parole de la majorité présidentielle du régime passé. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur, pourquoi vous avez nommé les officiers militaires rwandais en RDC? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'infiltration rwandaise dans notre pays, bien qu'on va en parler, mais déjà, pourquoi ces gens-là se retrouvent aujourd'hui sur le sol congolais? D'abord, c'est une question qui n'intéresse pas l'ancien porte-parole. Même quand il était porte-parole, c'était pas lui. Le porte-parole transmet et porte la parole de celui qui lui dit de dire quelque chose. Donc, je ne sais pas, interrogez notre histoire, vous verrez comment il y a des officiers rwandais, etc. Mais comme toujours, interrogeons notre histoire. Les mercenaires avaient des fonctions dans l'ANC. Le problème, ce n'est pas la nationalité de quelqu'un. La Légion étrangère, ça fait partie de l'armée française. Aujourd'hui, les pays ont parti. Aux États-Unis, vous pouvez être militaire américain. Moi, j'ai mon neveu qui n'est pas américain, mais qui est militaire américain. L'essentiel, c'est de surveiller les gens qui vous servent. Parce que la traîtrise n'est pas l'apanage des étrangers. Les nationaux aussi peuvent servir. Donc, mettons en place un système de leadership qui soit efficace en tout point de vue. Et en tant qu'un directeur honoraire de l'ANER, administrateur général voilà, de l'ANER, excusez-moi, merci pour les correctifs, que peut-on nous faire justement pour éradiquer, sinon remédier à cette question de l'infiltration, allais-je dire, rwandaise sur le sol congolais? Je ne mériterais pas mon titre d'administrateur général honoraire si je disais ça sur le plateau. La réserve, le cloisonnement, le secret. C'est ça, ce sont les caractéristiques des services de renseignement. Monsieur l'ambassadeur, dites-nous alors, selon vous, en tant qu'un haut dignitaire de ces pays, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'à l'heure actuelle, il faut nécessairement une cohésion nationale. Le chef de l'État l'a même fait, il vous a appelé, vous tous, sans appartenance politique, justement en rapport avec la cohésion nationale. Quelle solution durable pourriez-vous proposer pour la situation
sécuritaire de notre pays soit réellement stable? Oui, je l'ai dit, il faut que le chef de l'État exerce un leadership évident et efficace. Il est fait. Par ses initiatives Ok. diplomatiques, par ses actions à travers les FRDC. Ok. Mais pour cela, il faut une cohésion des hommes politiques, une sorte de mise entre parenthèses Ok. de nos divergences idéologiques pour sauver la patrie aujourd'hui en danger. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila peut être disponible ou prêt à rencontrer son frère Félix Tshisekedi pour parler du Congo, pour monter dehors cet ennemi qui nous attaque? Je crois qu'ils n'ont pas attendu votre question et n'attendront pas ma réponse pour agir de la sorte. Je crois ce sont deux hauts responsables de notre pays, le premier en exercice, le deuxième sortant. Eh bien, ils ont tous les mécanismes pour se concerter. Okay. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, okay, mais je ne doute pas qu'ils se concertent. Comment dressez-vous les bilans du premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'en 2023, ici, ça s'achève. Ce n'est pas mon rôle. En tant qu'un dignitaire de ce pays, oui, c'est pas mon vous rôle. Vivez dans ce pays, vous vivez la réalité que vit le peuple congolais. Il faut attendre la fin. Il faut attendre qu'il termine, parce qu'il y a encore un an. C'est à quelques mois. Non, il y a encore un an. Il y a encore un an. De décembre à décembre, il y a un an. Et dans son bilan, il y a l'organisation des élections. Donc il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait mis en place et qui ne peuvent être appréciés qu'à la fin de son exercice. Mais même un bilan mis par 4 ans, c'est beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Si vous voulez connaître ce genre, si vous voulez poser ce genre de questions, ben, il faut le poser aux gens qui sont en fonction. Et moi, je sais que pour bien juger un régime, il faut le juger quand il a été, quand il a terminé son mandat. Il y a encore un an, je me garde. Est-ce que vous êtes quand même optimiste à la gestion de Félix Tshisekedi? Pardon? Êtes-vous optimiste à la gestion de Félix Tshisekedi? Optimiste? Oui. Parce que vous avez dit il y a encore une année. Donc, demeurez-vous optimiste que les choses peuvent changer? Je lui donne toutes les chances. Je lui donne toutes les chances. En un an, tout peut se gâter. En un an, tout peut s'arranger. Donc, laissons-lui sa chance. Faut pas le mettre sous pression. Ok. Il y a déjà la pression de l'insécurité à l'Est, il y a déjà la pression de l'organisation des élections, la pression du maintien de la cohésion nationale, c'est suffisant. Faut pas ajouter encore par des jugements qui manqueraient certains éléments pour être pertinents. Quelle chance donnez-vous au processus électoral en cours, étant donné que la CENI a déjà rendu public les calendriers électoraux? Quelle chance je donne? Oui. J'espère que le calendrier électoral sera respecté, comme le dit le président de la CENI. Certains membres du FCC les refusent. Vous ne partagez pas cet avis? Non, ils refusent le calendrier. Libre à eux. Et moi, je dis, le calendrier est là, voyons voir. Vous ne réclamez pas les consensus, comme d'autres? Comme quoi? Et le bureau de la CENI pose problème, il y a beaucoup de préalables. Vous savez, la composition du bureau de la CENI aujourd'hui relève de la loi. Et une loi s'impose. Quels que soient les avis, une loi s'impose. Moi, par exemple, j'aurais voulu que certains auteurs d'actes atroces ayant coûté la vie de nos concitoyens soient condamnés à mort. Il y a moratoire. Je dois me soumettre. Si on vote la loi contre la peine de mort, je me soumettrai. Ok. Et vous êtes d'accord avec cette loi électorale? À partir du moment où une loi est votée, c'est-à-dire représente la volonté de l'ensemble de la communauté nationale,
eh bien, il faut s'y faire. Si l'on n'est pas d'accord, il faut attendre quand on aura la compétence ou une position qui vous permet de changer, vous les changez. Quelle est aujourd'hui la position politique de l'ambassadeur André Alain Atoum? Pardon? Quelle est aujourd'hui la position politique de l'ambassadeur André Alain Atoum? Il est toujours du FCC? Il est observateur? Quelle est la position de l'ambassadeur? Avez-vous appris que j'ai quitté le FCC? Mais tous les problèmes du pays ne se posent pas en termes de FCC et Union sacrée. Je vous ai dit, aujourd'hui, le chef de l'État exige, nous demande de la cohésion autour de lui. Eh bien, nous devons, FCC, Union sacrée, indépendant, nous devons être autour de lui, autour de son leadership, pour qu'il soit efficace et qu'il nous mette en condition d'exercer la démocratie, c'est-à-dire de reprendre nos libertés d'exercice démocratique. On arrive sûrement à la fin de notre entretien, mais il nous reste justement deux petites questions, monsieur l'ambassadeur. Il y a certaines mousses qui s'élèvent déjà pour confirmer la candidature de Joseph Kabila en 2023. Est-ce que c'est légitime, selon vous? Pourquoi pas? C'est un citoyen comme un autre et que rien ne l'empêche de solliciter un mandat. Ça, ce sont les faits politiques et les faits de droit. Mais maintenant, l'élément déterminant, c'est la volonté du président Kabila. Sa volonté. Tant que lui ne se prononce pas, je crois que ça ne sert à rien de spéculer autour de sa candidature ou de sa non-candidature. On va voir. Bientôt là, nous aurons le dépôt de candidature. S'il a cette volonté, il va le proclamer ou on le saura lorsqu'il va déposer sa candidature. Quelle est selon vous la raison qui pourrait pousser ou entraîner Joseph Kabila de retourner au fauteuil présidentiel de la RDC après 18 ans de règne? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait ou qu'est-ce qu'il avait oublié de faire pour revenir? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Vous êtes de son camp? La première raison, c'est que la loi ne l'interdit pas. Et c'est la raison fondamentale. En tant que sénateur à vie. Sénateur à vie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'a pas interdit dans la loi électorale à un sénateur à vie de se présenter. Je crois que ce genre de débat nous détourne de l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire comment mettre notre pays sur le rail du développement. Que ce soit avec Tshisekedi, que ce soit avec Kabila s'il revient, que ce soit avec un autre s'il passe. Aujourd'hui, sur les moyens de mettre notre pays sur la voie du développement. Les moyens humains d'abord. Dans les moyens humains, il y a la conscience nationale, la conscience professionnelle, la compétence, les moyens financiers. Qu'est-ce que, après les moyens humains, c'est maintenant les moyens organisationnels, conceptuels. Comment organiser cela? Ça coûte combien? Nous aurons cet argent où? Et parce que ça, c'est la matrice de la campagne électorale de tout un chacun. Je vous ai dit que il nous restait deux petites questions pour justement clôturer ou terminer cet entretien que vous nous avez accordé, monsieur l'ambassadeur André Alain Atoum. Dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport aux récentes ordonnances du chef de l'État nommant les bourgmestres, les chefs des localités, parce que ça fait jaillir beaucoup d'encre et salive, et surtout quand on fait allusion à la dernière sortie médiatique du vice-gouverneur de la ville, Gérard Moulumba, qui dit ne pas être concerné ni consulté pour ces nominations. Lui et son titulaire. Comme le disait le chanteur Madilou, si l'anguille vous dit que le crocodile est malade,
Il faut le croire, puisqu'il vit dans l'eau avec le crocodile. Moi, je ne suis pas impliqué dans la petite territoriale, donc je ne peux pas avoir un avis. Je constate qu'on a nommé les gens. Maintenant, le vice-gouverneur Révert, qui n'a pas été consulté, ni le gouverneur, je prends acte. Est-ce que c'est bon pour la bonne marche du pays? Je prends acte. Vous vous réservez trop sur les questions, Je ne me réserve pas. sur les questions sécuritaires, monsieur l'ambassadeur. Je ne veux pas empiéter sur ce qui n'est pas donné. Aujourd'hui, on a nommé les bourgmestres, les administrateurs du territoire. Après un certain temps, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa soulève cette question en disant on ne nous a pas conçus. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il doit se faire? Se rébeller? Introduire une action en justice? Appeler le chef d'État au secours? Donc c'est ça. Mais je vous ai posé la question de savoir, avec ces climats, est-ce que ça donne une lueur d'espoir quand on voit des pareilles réactions? Bon, une action humaine est toujours imparfaite. Ok. C'est le résultat qui compte. Ok. Parce que parmi les récriminations, bon, là le vice-gouverneur nous dit ça, mais il y a des gens qui disent ah mais c'est plus l'UDPS qui en a bénéficié, etc. Donc, Oui. vous savez, ça c'est normal. Lorsqu'il y a et quand vous entrez dans l'UDPS, on vous dit ah non, nous on n'a pas profité, ce sont les amis de tel. Ok. Donc c'est pour vous dire que nous devons viser l'essentiel, l'efficacité et le travail. Ok. Monsieur Il faut l'ambassadeur. avoir parfois le courage de perdre Ok. ou d'accepter de perdre. Je le disais tantôt que vous êtes trop réservé sur les questions sécuritaires, mais justement, on va terminer cet entretien sur ça. Quel parallélisme faites-vous sur la situation sécuritaire de notre pays? Je fais précisément allusion à l'ANER actuelle et l'ANER dirigée sous Joseph Kabila. Sous Kabila, je ne suis pas dans la mer. Sous Tshisekedi, je ne suis pas dans la mer. Mais en tant que un administrateur honoré, Non. Justement, voilà pourquoi vous êtes un haut dignitaire. voilà pourquoi j'ai autant de réserves. Parce que je ne connais pas les arcanes dans le régime Kabila, en ce qui concerne le renseignement, et dans le régime Tshisekedi, en ce qui concerne le renseignement. Okay. J'observe. Ok. Et devant cette caméra, on arrive presque à la fin de cette émission. En tant qu'un haut dignitaire de ce pays, quel conseil avez-vous à prodiguer premièrement au chef de l'État, à son gouvernement, mais également quel message avez-vous à l'endroit de tous les Congolais qui apparemment vivent dans beaucoup de réalités et beaucoup plus néfastes? Je crois que nous avons intérêt à œuvrer pour le leadership du président Tshisekedi dans la conduite de la guerre et dans toutes les initiatives qui visent à ramener la paix. Pour le reste, nous avons l'obligation, nous, le peuple, la population, de dire ce qui ne va pas et aux responsables que nous avons choisis d'apporter des solutions idoines. Donc que chacun fasse ce qu'il doit faire. Comme on le disait au séminaire, agis, fais ce que tu dois faire et l'Église s'en portera bien. Monsieur l'ambassadeur André Aléatou, je rappelle que vous êtes l'un des hauts dignitaires de notre pays. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Avec plaisir. Malheureusement, je ne vous ai pas donné satisfaction parce que ce sont des domaines qu'on ne doit pas exposer en public. D'accord. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.